écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif, c'est le deuxième de nos podcasts qu'on consacre au début du XXe siècle et à la pacification du Maroc. C'est comme ça que les troupes coloniales ont appelé la série d'opérations qui a consisté à assurer la domination des plaines et des montagnes marocaines. Et dans cette pacification, énormément de batailles, d'escarmouches, d'histoires à raconter. Le premier de nos podcasts a été consacré à Bougafer. Aujourd'hui, on va parler des autres épisodes de cette période très riche de notre histoire et pas si lointaine. Évidemment, pour nous parler de ça, je suis avec Mustapha Kadeli, qu'on ne présente plus, une des stars de notre podcast. C'est Mustapha. Bienvenue à toi. Bonjour et merci, ravi de vous retrouver de nouveau pour parler des choses qui nous concernent et que les Marocains tous et toutes doivent savoir en principe. Mais bon, malheureusement, on survole. Mais on va essayer de ne pas survoler. Bon, écoute, on fait ce qu'on peut. Nous, on a un micro et une connexion Internet et on est là pour ça. Alors aujourd'hui, on va parler des autres. On a eu Bougafer, l'Aïtata mené par Assoub Slam contre les 40 000 Français plus les supplétifs, j'ai bien retenu. Oui, absolument, voilà. Bravo. Avec une armée française sommée d'en finir parce que Hitler menaçait du côté de l'Europe la stabilité de l'Europe. Aujourd'hui, on va parler des autres en balayant le Maroc du nord au sud. Mustapha, s'il te plaît, plante-nous le décor pour commencer. Ça commence tôt de toute façon, les histoires avant 1912, côté français ou côté espagnol, par différents accords qui démarrent à peu près vers 1904. Les Européens se mettent d'accord pour se partager le gâteau africain, comme on disait, suite au congrès de Berlin en 1884 et 1885. Et ils ont établi un ensemble de principes par lesquels chaque pays européen a sa part du gâteau. Et le Maroc reste le dernier pays d'Afrique avec l'Éthiopie à être occupé. Et malheureusement pour lui, comme pour l'Éthiopie d'ailleurs, ils sont partagés entre plusieurs puissances coloniales. On signe le protectorat le 30 mars 1912 avec les Français, mais les Français signent avec les Espagnols une sorte de sous-traitance sur des zones d'influence au nord et au sud par le traité de Madrid en novembre, 27 novembre, si mes souvenirs sont bons, 27 novembre 1912. Excuse-moi, petite parenthèse pour signaler que ce traité de protectorat, vous pouvez le lire très facilement. On le trouve facilement sur Internet. Oui, c'est disponible. C'est un document assez court. Oui. Et qui ressemble beaucoup, quand on le lit aujourd'hui avec le recul, à un traité de coopération ou de collaboration. Voilà. Quand on le lit, on n'a pas l'impression de comprendre ce qu'il impacte. On parle de réforme. Parce que on va aider le Maroc à se réformer. Voilà. Absolument, mais le problème, il est complexe. Disons, d'abord, le Maroc était considéré comme un État indépendant par les Européens. Et pendant très longtemps, il était respecté comme tel. Ensuite, ce passage par le traité était obligatoire pour que les autres Européens puissent reconnaître les droits des Français sur le Maroc. Donc du coup, cette insistance des Français à signer quelque chose avec le sultan. Parce que sinon, les Allemands qui étaient là, les Britanniques qui étaient là derrière, et bien sûr les autres puissances. Et du coup, ça nous donne une cartographie du royaume du Maroc aujourd'hui partagée entre plusieurs couleurs. Vous avez le nord, le Maroc espagnol du nord, avec la capitale régionale Tétouan, avec les deux villes déjà occupées par les Espagnols qui sont Ceuta et Melilla, qui sont des possessions, comme ils disaient, donc ça ne rentre pas dans le Maroc espagnol du nord. On a Tanger l'international. C'est-à-dire, ce ne sont ni les Espagnols ni les Français. Et c'est les Britanniques qui ont insisté à ce que Tanger soit international. Et pour comprendre cela, c'est très facile. Il suffit de se rappeler que les Britanniques sont en face à Gibraltar. Oui, il faut regarder la carte et imaginer qu'ils veulent contrôler les deux bords du détroit. Et ils ne veulent pas que les Français aient la continuité territoriale de Tunisie au Maroc et de Tanger jusqu'à Abidjan. Donc, ce qui explique un petit peu les cartes d'aujourd'hui des pays indépendants. Dès qu'une colonie est occupée par une puissance coloniale différente, ça devient les fameuses frontières internationales. Et donc Tanger international était dirigé par un conseil international composé de toutes les puissances européennes, plus les Américains, et un représentant du sultan. Et ce qui est rigolo, Tanger, les habitants de Tanger étaient un peu comme citoyens. Ils n'ont pas vécu les galères que les autres Marocains des autres régions ont connues avec le temps colonial.
Ce qui distingue les Tangérois et ce qui leur donne un petit peu cette perception d'être distingués parce qu'ils n'ont pas connu une statue d'indigène, de subalterne, etc. Ensuite, on a le Maroc français, avec sa capitale d'abord, les deux capitales impériales, Fès et Marrakech, et puis Lyautey décide de le transférer à la capitale à Rabat, tout simplement. Il avait peur d'être coincé. À Fès, d'ailleurs, quand il est arrivé, les tribus assiégeaient la ville au mois de mai 1912. Les tribus assiégeaient la ville, et quand il a réussi à la dégager, il a senti que ça pouvait être très compliqué pour lui en cas de côte dure, et pour s'échapper de Fès jusqu'à la côte, c'était compliqué, donc du coup, il a décidé d'être proche de la côte en cas de besoin. Et dans l'intérieur de la zone française, on a au sud de Tiznit la colonie d'Ifni, Santa Maria del Mar et Pequeña, comme ils disaient, les Espagnols au début, qui est une colonie espagnole. Alors là, ça remonte à une compensation territoriale cédée par le Maroc à l'Espagne suite à la défaite de la guerre de Tétouan 1859-1860. Le Maroc a payé une lourde amende de guerre. Il a emprunté aux Britanniques, et puis une compensation territoriale, et finalement, ils ont fini par dire que c'est Ifni. Donc on est en territoire français, à Tiznit. On va vers le sud, vers Glumine, toujours en territoire français, mais vous avez un cercle de la ville d'Ifni et la tribu de Ait Bamran qui est autour. Ensuite, les Espagnols et les Français, selon ce traité de 1912, ils partagent le Sahara en deux. Une zone de protectorat au nord et une colonie espagnole, c'est eux qui ont décidé comme ça. Pourquoi une colonie espagnole ? Et pourquoi les Espagnols ont obtenu aussi le Sahara? C'est toujours pour revenir à ce congrès de Berlin qui disait un principe très simple. Toute puissance européenne qui a un point maritime sur la côte africaine a le droit de conquérir le hinterland, c'est-à-dire ce qui est derrière, jusqu'à ce qu'il rencontre une autre puissance européenne. Et pendant le congrès de Berlin, les Espagnols ont mis pied à Dakhla, qu'ils ont appelé Cisneros. Donc l'arrière-pays leur appartenait. Okay, d'accord. Mais c'est qui Cisneros? C'est le cardinal qui a forcé les musulmans et les juifs à devenir los moriscos et los marranos, à l'époque de 1506. Donc il donne le nom à Dakhla du cardinal qui a expulsé les musulmans. Non, qui les a forcés à se convertir d'abord. On est avant l'expulsion. C'est lui qui a rompu l'accord établi en 1492 de le droit des musulmans et des juifs à continuer à vivre en Espagne catholique. D'accord. Mais Cisneros a dit non, on arrête, on ne peut pas leur faire confiance, ils doivent. C'est là que commence l'Inquisition. Justement. D'accord. Donc c'est là qu'on me dit, nous dans notre cuisine, le rapport de la mémoire et de l'histoire, le clin d'œil passé. Comme si les Espagnols voulaient dire à l'époque ce que Cisneros n'avait pas fini à son époque, comme si nous, on vient le finir aujourd'hui en lui rendant hommage et en appelant ce comptoir de pêche à l'origine. C'était juste une histoire de poisson, disait-il, à l'époque. Voilà comment ils ont obtenu donc ce morceau du Sahara, parce qu'en 1916, ils occupent Tarfaya. Pendant la Première Guerre mondiale, ils profitent de l'occasion et donc ils mettent pied à Tarfaya, mais ils n'avancent dans le Sahara à l'intérieur qu'après 1930, justement, quand l'armée française commence à se rapprocher des frontières du Sahara espagnol, comme il disait, après Bougafer, etc. Donc on descend vers l'anti-Atlas, et c'est là que les Espagnols établissent l'Ayoun comme une traduction de Tétouan. L'Ayoun, c'est la traduction de Tétouan, c'est-à-dire une deuxième Tétouan, Tétouan du Nord et Tétouan du Sud. Excuse-moi, pourquoi Tétouan est une traduction de l'Ayoun? C'est en Tétouan, en Tamazigh, c'est Tétouan. Tétouan de l'Ma, l'Ayoun de l'Ma. Ah d'accord, les sources. Les sources. D'accord. On a un Tétouan au nord et on va en créer un second au sud. Donc tu viens nous expliquer tranquille l'origine de l'Ayoun. Oui, c'est la traduction de Tétouan. Ok. Comme je dirais, les Espagnols, ils étaient assez forts. Tu viens nous expliquer en plus que les Espagnols avaient un très mauvais esprit en allant nommer Dakhla Cisneros. Oui. Voilà. Et vous savez, dans les stratégies... C'est une taquinerie ou comment tu... C'est de la taquinerie, puis il y a des gens derrière, je veux dire, il y a des penseurs, il y a des historiens, il y a des gens qui réfléchissent, l'État décide, mais il y a des gens qui réfléchissent derrière, et puis il y a toujours la symbolique. Le Husseima, on l'appelle au début San Jorge, parce que c'était le général qui a été sous les ordres de Primo de Rivera et qui a un petit peu coordonné toutes ces opérations militaires avec les Français contre Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi. Donc il y a toujours de la symbolique dans les noms qu'on donne, c'est comme pour... Sidi Qasim Petit-Jean, c'est un soldat qui est mort là-bas, un officier. On lui donne Petit-Jean, Sidi Qasim. Ben Ahmed, Ben Slimane, comme marchand le Romani. Louis Gentil, Dialli Sofia, c'était un ingénieur qui avait découvert les phosphates dans la région. Pour Lyautey, pour Qnitra, rendre hommage au chef. Je veux dire, on choisissait les noms avec beaucoup de symbolique. Rien n'est dû au hasard, c'est pour ça que la symbolique est aussi fondamental que ce qui est réel.
Donc tu nous as fait la cartographie du Maroc colonial, donc avec une zone, Tanger internationale, 2 villes espagnoles. Maroc espagnol. Le Maroc espagnol. Nord. Le Maroc sous protectorat français. Une île espagnole, encore une fois, Ifni. Ifni, voilà. Et ensuite... le Sahara divisé en 2. Le Sahara divisé en 2, voilà. Une zone de protectorat et une colonie directe. D'accord, donc ça c'est la situation. Maintenant, raconte-nous la pacification et les problèmes que vont trouver tous ces gens à maîtriser l'espace et, encore une fois, de façon géographique. Je commence par le nord, côté espagnol. Ça commence avec Bouhmara, qui a vendu une concession minière à une société espagnole à côté de Nador. Mais sa concession... Bouhmara a été arrêté en 1909. Il se présentait comme le fils aîné du sultan, ce qui était faux bien sûr. Il jouait sur ça, mais bon, les Espagnols et les Français qui étaient en Algérie à côté, ils étaient contents de ce qu'ils faisaient, lui fournissaient même des armes. Tant que ça participait à troubler l'ordre au Maroc et à affaiblir le Maroc, c'est bon pour eux. Et donc, parmi les choses qu'il avait faites, il a vendu une concession quand il était là-bas, parce qu'à un moment, il était à Slouane. Mais cette concession était à lui pour la vendre? Non. Justement, rien ne lui appartient, mais bon, les Espagnols trouvent avec quelqu'un, ils traitent et puis ils font un accord, il avait besoin d'argent et d'armes, eux ils s'en foutent s'il lui appartient ou pas, mais en tout cas il était caserné à un moment donné à Slouane et cette société espagnole lui achète une concession minière, donc il signe avec lui, prend l'argent, lui après il descend vers le sud pour attaquer Fès et c'est là qu'il est pris par le Qaïd Najm al-Khassassi, tout ça c'est raconté en détail par Mortal Sossi parce que Mortal Sossi a raconté ce bonhomme qui a mis la main sur Bouhmara. Et il dit même, vous voyez, c'est moi qui l'ai mis dans la cage, et c'est moi qui l'ai mis sur le chameau, le dromadaire, et c'est moi qui tenais le dromadaire. Alors on a la photo effectivement de ce dromadaire qui est rentré avec Bouhmara dans la cage, et on voit un monsieur, juste par l'arrière, on voit sa tête, et c'est le Qaïd Najm al-Khassassi, qui a fini sa vie à Ifni, il a vécu jusqu'après l'indépendance. Il a raconté sa vie à Mortal Sossi, qui nous a livré un récit extraordinaire. Donc les Espagnols, nous sommes en 1909-1910 justement, et donc ils commencent à se préparer à la guerre au Maroc. Bien sûr, les habitants de la région du Rif ne veulent rien entendre de cette concession puisqu'ils ne reconnaissent pas la terre leur appartenait. Et c'est là que les Espagnols en 1910 décident de changer la durée du service militaire de 2 ans à 3 ans parce qu'ils se préparaient à la guerre du Maroc. Et les Espagnols, ils étaient contre. Donc il y avait plein de manifestations un peu partout en Espagne. Et bien sûr, ça se passe normal, les gens manifestent, il n'y a pas de problème. Sauf que les derniers à manifester, c'est les gens de Barcelone et la Catalogne. Et là, on va comprendre quelque chose qui concerne la cuisine interne des Espagnols. Donc, cette société voulait mettre la main sur la concession, et l'armée lui donne un coup de main, et là, ils se font battre par le premier résistant du Rif de l'époque, qui s'appelait Mohamed Cherif Amzian, qui a été tué d'ailleurs en 1911 dans une bataille. Et l'armée espagnole est défaite. C'est la première défaite. Et d'ailleurs, ils la nomment dans leur chronique El Desastro del Barranco del Lobo. Localement, il se connaît par Erzrouchen ou le Oued Dib. Le loup. Non, mais c'est le loup, le chacal. Le chacal. Le hic, c'est que c'est un bataillon catalan qui en prend sur ses grades dans cette bataille del Barranco del Lobo. Elle a eu lieu où, cette bataille, exactement? Juste à côté de Nador. D'accord. Juste à côté de Nador, d'où est originaire Mohamed Cherif Amzian. Ils ont souffert, les Espagnols, dans le Rif, entre ça et Noël. Ça a provoqué beaucoup de changements politiques en Espagne. C'est pour ça que l'intimité de nos histoires respectives est tellement forte qu'ils nous adorent et nous aussi. Et donc, je disais que ce bataillon espagnol, on a pris sur 6 grades, ils ont été défaits avec beaucoup de cadavres, etc. Et c'est à ce moment-là qu'à Barcelone, le premier jour de la manifestation contre le service militaire, le lendemain, l'information arrive que les Catalans en ont pris à El Barranco del Lobo. Et c'est suivi par ce qu'on appelle dans les chroniques espagnoles la Semana Trágica. Parce que c'était une semaine de manifestation, de répression, avec des arrestations, des condamnations à mort, des exilés, des emprisonnés, etc. Bref, ça se termine très mal à Barcelone. Et je crois que si on veut comprendre la crise entre l'État espagnol et la Catalogne, il y a quelque chose qui commence à ce moment-là. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'en Espagne, les manifs n'ont pas été réprimés, les gens ont manifesté librement partout, sauf en Catalogne où l'État était très répressif. C'est la même année, en 1910, que le premier manifeste d'une idée qu'on appelle aujourd'hui le catalanisme a été publié, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est l'année où un livre qui parle de la notion de catalanisme et qui rattache la Catalogne à l'Europe contre
contre l'idée de l'Espagne africaniste qui développait d'ailleurs, c'était une idéologie chez l'armée espagnole, on appelait ça l'africanisme, c'est-à-dire la conquête de l'Afrique, au moment où les Catalans disaient non, nous sommes des Européens, il faut se rattacher à l'Europe, il faut se connecter à l'Europe pour des raisons économiques, de développement, etc. Mais quand tu insistes sur le fait que ce sont des Catalans qui ont été défaits près de Nador par Amzienne, le fait qu'ils soient catalans, ça veut dire quoi en fait? Qu'ils ne se sont pas battus courageusement? Enfin, je parle dans l'esprit de l'époque, je ne vois pas très bien ce que ça implique. Non, ça implique les suites politiques en Espagne. C'est-à-dire la Semana Tragica, parce que c'est à cause de ces cadavres, quand les Catalans ont appris que leurs enfants étaient morts en Afrique. Je veux dire, la manifestation a doublé. Et c'était, au lieu de manifester un jour ou 2 jours, c'est devenu toute une semaine de manifestations. Et c'est qu'on est dans les chroniques espagnoles, la Semana Tragica. Et c'était une semaine tragique avec beaucoup de victimes et beaucoup de répression et un problème psychologique qui commence entre l'État espagnol central et une région qui s'appelle la Catalogne. Jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, c'est toujours tendu, c'est toujours pas fini. D'accord. D'ailleurs, il y a un chanteur, Aynad, qui chante un joli morceau qui rappelle un petit peu ce moment de l'histoire. Mohamed Amzian, ثموثت تجي ثيظان تجي الجلالي تجي بوثغيول تيزنزا شذر ليكسان الجلالي محمد Amzian متي وخليتي الجلالي خليتي بوحمارة باع لينا أذرا ليكسان هذا الجبل اللي كان فيه هذا المعدن اللي جاو صبليون داو حنا très joli morceau ديال Aynad. Eh ben, on va l'intégrer au podcast. Ah, super. الريف من ديش الناس وخك تشتينتي حوجة وخك تكيني سران من ديش الناس يا الريف من ديش الناس وين ييت يا الريف ينايد وإذا شيوزن وإذا شينن من دي ثجيه وخاك يسقسان عرين شكتي سبايين قند غاك غزران وشعنا شذر عرين يسان وين ييدا يا الريف ينايد وإذا شيوزن وإذا شينن من دي تجيد وخاك يسقسان عرين شكتي سبايين قند غاك غزران وشعنا شذر عرين يسان محمد أمزيان تموثت الشذيطان وتشيد سرارين يزنزا شذر عن يكسان يزنزا شذر عن يكسان محمد أمزيان. Donc là, à ce moment-là, nous sommes avant le protectorat côté espagnol. Donc ça reste là côté Nador. 1912, le traité est signé entre le sultan et les Français. Ensuite, le traité franco-espagnol de Madrid, 27 novembre 1912. Et là, les Espagnols commencent à prendre possession de leur terrain. Mais ils s'arrêtent juste à une sortie de Melilla et de Ceuta vers Tétouan et vers Nador. Mais sans plus. Côté Atlantique, déjà en 1911, ils ont mis la main sur l'Arèche, Qasr el-Kbir, côté Atlantique. C'était au moment où les Allemands sont venus à Agadir, quand les Français sont rentrés à Fès, nous sommes en mai 1911, une histoire de... Vous voyez, tout le monde vient par la mer. Parce que c'est le principe de Berlin. Celui qui ne vient pas par la mer ne peut pas... Conquérir l'arrière-pays. Non, ne peut pas prétendre être dans la légalité du droit international. On appelait ça à l'époque. C'est pour ça que les Français arrivent à Casablanca en 1907. Oui, parce qu'il n'y a pas d'avion aussi. Non, ils pouvaient bien rentrer par l'Algérie. C'est plus proche. Je n'avais pas pensé. C'est plus proche, c'est plus commode. Non, pour se conformer à l'époque sur les principes. Il faut prendre un port et conquérir on embarquait les gens au rang, on faisait le tour jusqu'à Casa pour rentrer. Et d'ailleurs, pour l'histoire, en juin 1914, il y avait déjà une petite conquête côté Oujda, le Maroc oriental aujourd'hui. Et quand la troupe qui venait d'Oujda et la troupe qui venait de Fès, en juin 1914 pour la conquête de Taza, Lyoté leur a dit, attendez, ne rentrez pas jusqu'à mon arrivée, comme ça c'est moi qui arrive de Rabat, je viens par la côte. C'est pas la troupe d'Oujda d'occuper Taza, c'est la troupe qui vient de Fès. D'accord. Donc il y avait un souci de l'égalité magnifique, vu le problème quand on le prend de façon plus large. C'est drôle de respecter les formes quand le fond à la base est un rapport de force brutal. Donc, Tout à fait, mais il y a la concurrence. Les Allemands ils sont toujours là, ils sont regardants, ils veulent leur part du gâteau, comme on disait, ils faisaient de la pression, etc. Et puis, vous savez, ça a failli commencer entre la France et l'Allemagne à Agadir, à cause d'Agadir. La Première Guerre mondiale a failli commencer au Maroc, si j'oserais dire. Mais ça, c'est un autre podcast. Cette histoire de bateau allemand à Agadir, il faudra qu'on en reparle. L'empereur même était venu à Tanger, on n'a jamais reçu de chef d'État étranger jusqu'en 1905. L'empereur himself, Guillaume, est arrivé à Tanger.
D'accord, alors on reste sur le Rif, on a parlé d'Amzienne. Est-ce qu'on en a d'autres? Et bien là, tout de suite, on va vers Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi. Alors ça commence en 1921. Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi était déjà traducteur amlilia, il était journaliste, il enseignait même l'arabe aux officiers espagnols. À ce moment-là, jusque-là, on ne voyait pas les Espagnols comme des conquérants, puisqu'ils étaient déjà là, Ceuta et Melilla. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient là, Ceuta et Melilla, et puis les petites îles, Ancor, etc. C'est-à-dire les gens du Rif et du Nord en général, ils avaient un rapport avec les Espagnols, puisqu'ils sont là depuis toujours. Donc leur présence de nouveau en 1912, rien n'apparaît de bizarre à l'exception de ces occupations du point côtier. Il y a une continuité. Une sorte de continuité. Sauf que les choses se compliquent quand la Première Guerre mondiale arrive. Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de choses qui ont eu lieu. Bon, je ne vais pas sur les détails. Il y a des petites guérillas qui s'installent là-bas. Un certain Lamir Abdelmal qui était policier d'origine algérienne, petit-fils de Abdelkader qui était policier français à Tanja. Et puis, tac, il est en train de faire de la rébellion, comme il disait, dans le Rif pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, on perd sa trace. Au fait, paraît-il, il travaillait pour les Ottomans avec les Allemands contre les Français au Maroc. D'accord, donc cette résistance était une résistance cadrée dans le contexte de la Première Guerre mondiale, mais ceux-là, les tribus vont le suivre au début, bien sûr. Et puis, ils vont se rendre compte qu'ils sont manipulés, donc ils vont reculer. Mais là, ça agite énormément et du coup, ça a développé la conscience de la résistance. Il y a quelque chose qui va venir. Et c'est au moment où les Espagnols sortent de Melilla, de Nador, pour occuper le terrain qui leur revenait après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire cette histoire de la bataille d'Anoual, que les choses se corsent pour les Espagnols, puisqu'ils prennent la raclée de nouveau, et ce qu'ils appellent le désastre des Anoual. Nous sommes en juillet 1921, à peu près le 27, si je me souviens bien, ou le 21, et là commence une nouvelle saga, puisque Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi va s'imposer sur la scène internationale elle-même, et jusqu'en mai 1926, il va mener une guerre sans merci d'abord aux Espagnols, qui ne pouvaient plus oser. Il a réussi même à leur reconquérir des territoires jusqu'à Chaoun. Il a réussi à vaincre Cherif Rissouli qui était à Jbala parce qu'il était très autoritaire avec les tribus du coup. Les tribus du Jbala suivaient Mohamed Ben Abdelkrim. Et c'est à ce moment-là que les tribus Jbala qui étaient du côté français, parce qu'on avait tracé la frontière entre les Français et les Espagnols, ont adhéré à Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi, et c'est là que les Français ont senti le danger. Au début, ils étaient contents de la défaite espagnole, en espérant que les Espagnols allaient se retirer pour occuper le terrain pour leur compte. D'accord. Et là, ils se rendent compte que c'est les prochains sur la... C'est les prochains sur la liste. C'est pour ça aussi que pendant très longtemps, c'est-à-dire jusqu'en 25 pratiquement, la presse française, la presse internationale parlait beaucoup de Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi, parce que bon, ça gênait les Espagnols. Il y a beaucoup de gens qui avaient des comptes à régler avec les Espagnols. Et puis les communistes, les mouvements de gauche. Vous savez, même des journalistes sont venus des États-Unis pour rencontrer Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi, le correspondant de Chicago Tribune. Vincent Chine est arrivé, il est passé la frontière par Taurirt clandestinement. Et puis il arrive jusqu'à lui, il fait des interviews, il les publie dans son journal, il publie même un livre sur cette histoire-là. Et vous savez, à Broadway, on a produit les comédies musicales sur Rif. Il y en a plusieurs. Il arrive jusqu'à Broadway. Eh ouais. En plus de la presse internationale, Time Magazine des États-Unis qui met l'année 1925. Il est vu comme un héros d'un mouvement qui n'existe pas encore, qui est la décolonisation. Absolument. Et il arrive un peu trop tôt par rapport à l'histoire qui va se dérouler plutôt dans les années 40-50. Tôt ou tard, je ne sais pas, parce que la Première Guerre mondiale est passée par là, et puis un nouvel arrivant dans la scène internationale, c'est les États-Unis. Wilson avec ses idées, etc., la Société des Nations. D'ailleurs, Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi a fait une requête à la Société des Nations, mais qui n'a pas été acceptée, parce que c'était pas considéré comme un État souverain, c'est le Maroc qui est considéré comme un État souverain, mais pas le Nord. Donc on lui refuse la Société des Nations parce qu'il voulait déposer le dossier de dire, bon, nous on est contre l'occupation, mais bien sûr tout le monde comprenait que l'occupation qui le concerne, c'est pas que le Nord, mais bien sûr toute la libération tant que possible du reste. C'est là que les Français ont compris que le bonhomme avait un projet dans la tête. On va juste rappeler qu'il a été défait du côté de Tsaounet, c'est ça? Non, Snada, exactement. On est dans le côté Snahaj Asraïr. Il était à Snada. Par Pétain Par le maréchal Pétain. Voilà, par le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain. Et de l'autre côté, il y avait Primo de Rivera. Il a été pris en sandwich par deux armées, une qui vient du nord et une qui vient du sud. Et vous savez, le franc à l'époque allait de Taza à Ouazzane, côté français. Imaginez de Taza à Ouazzane, de l'armée partout. Un maréchal,
Ça bouge pas s'il y a 60 généraux à côté. Hein. Je veux dire, quand on met un maréchal, il y a toute une hiérarchie dans l'histoire dans les techniques de l'armée. Donc vous imaginez le nombre de généraux que le maréchal a mobilisé. Le maréchal Pétain qui arrive au Maroc, auréolé de la victoire de Verdun. Absolument. Et si je crois ce que j'ai lu, je te demande la confirmation, un petit clash avec Lyautey. Bien sûr. Qui va faire que Lyautey va démissionner. Absolument. En 1925. Absolument. Et mourir une dizaine d'années plus tard en France. On a l'impression que Lyautey était là jusqu'à son décès, mais pas du tout. Non, non. Un problème par rapport à la gestion de ce conflit. Lyautey, au début... Ils ont le même grade, on est d'accord, ce sont des maréchaux. Ils ont le même grade, mais Lyautey est piqué à vif parce qu'on lui enlève le commandement militaire. On lui dit tu restes résident, mais c'est le maréchal Pétain qui prend l'armée. Il n'a pas admis ça. Et donc du coup il démissionne en tant que résident et il part du Maroc. Je veux dire, très vexé. Très vexé, surtout en catimini, il n'y a pas de défilé, il n'y a rien. Je veux dire, comment l'image de ce bonhomme a été cassée par Mohamed Abdelkrim Khattabi. Hein, il n'y a pas que la vexation d'avoir Enfin, d'après les mémoires de Lyautey, je pense qu'il y a également une vraie mésentente sur la façon de gérer ce conflit. Oui, il y a beaucoup de détails. Lui, il demandait les moyens, il disait je demandais les moyens, Paris me les refusait. Maintenant que Pétain est arrivé, il a eu les moyens que moi je demandais, pourquoi vous ne me les donnez pas à moi? Mais Pétain, il a fait la Première Guerre mondiale pour avoir son grade de maréchal. Lyautey n'a pas fait la Première Guerre mondiale pour avoir le grade de maréchal. Comment il est devenu maréchal, le Lyautey qui n'a jamais fait la Première Guerre mondiale? Il était ministre de la Défense pendant quelques mois. Et il a démissionné. Parce qu'il ne voulait pas répondre aux questions des parlementaires. Il ne croit pas en la démocratie, notre Lyautey. Il ne croit pas en la République. Il croit la quatrième. Il croit quand... C'est la troisième ou la quatrième? La troisième. La quatrième commence après la Deuxième Guerre mondiale. Je rappelle à ceux qui veulent en savoir plus que les mémoires de Lyautey sont publiées et qui s'expriment beaucoup sur ces sujets dans des lettres où il dit tout le mal qu'il pense de la République, toute la fascination qu'il a pour la monarchie marocaine, y compris le faste, le côté un peu moyenâgeux qui chez lui est vu avec admiration, qui n'est pas une façon de dégrader, mais au contraire une façon d'expliquer quelque chose un peu hors du temps. Le fascine, ça se sent dans chaque ligne, quoi. Oui, mais il invente même certaines traditions, parce que il met en place des histoires de protocoles, etc. C'est-à-dire il invente et il réinvente même certaines traditions qu'on n'avait pas et qu'il met en place lui-même. C'est-à-dire la société de cour un peu, la Louis XIV, etc. Et il joue sur ça parce qu'il avait comme politique de capter ce qu'il appelait les élites. Il les a mis dans sa poche, les élites. Les élites ont adhéré à Lyautey dès le départ. Je veux dire, quand on dit les élites économiques, les notables, les grandes fortunes, les agents du Marzan, etc. Au début, c'est avec cela qu'il les a mis dans la poche parce qu'il croyait que c'est eux qui font l'État au Maroc, ce qui est archi faux, et c'est eux qui ont fait l'histoire du Maroc, ce qui est archi faux. Bon, là, c'est un autre sujet C'est un autre sujet, mais est-ce qu'entre Abdelkrim Khattabi et Amziane, on a fait le tour de la résistance rifaine? Il y a quelques noms, malheureusement, on parle beaucoup de Mohamed Abdelkrim Khattabi, mais il y avait des gens qui l'entouraient, comme sa propre famille, son frère Mohamed, son oncle Abdeslam qui a été exilé avec lui à La Réunion, son gouvernement, comme on disait à l'époque. Son propre gouvernement, c'est-à-dire Boujibar et beaucoup d'autres noms. Et puis les chefs de guerre qui étaient un peu partout, chez les Benizroual, Khriro qui était à Jbala. Khriro n'a pas déposé les armes avec On dit que la guerre du Rif se termine avec Abdelkrim. Non, Mohamed Abdelkrim, non. Khriro continue la lutte côté Chaouen. Il faisait croire à ses combattants qu'Abdelkrim était toujours là. Donc il faisait semblant de lui parler au téléphone parce qu'il avait équipé un réseau de téléphone. D'accord. Et donc, en 1927, entre Chaoun et Ouazzane, Khriro a continué le combat. Et puis, il y a encore des chants. Hein. J'ai entendu mes propres oreilles quelques chants qui évoquent ce chef de guerre qui était l'un des lieutenants, si j'ose dire, de Mohamed Ben Abdelkrim, qui était le chef opérationnel des opérations militaires. Donc, on a beaucoup de personnages, bien sûr, quelques chefs religieux, des Zaouïas. Certaines Zaouïas étaient avec lui, certaines Zaouïas étaient contre lui. C'est une question d'intérêt à l'époque, comme on disait. Et puis surtout, il a essayé aussi de Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi, ce qui est sa valeur ajoutée par rapport à d'autres, ce qu'il est rentré en contact et avec les chefs de la résistance partout au Maroc et avec certains caïds qui étaient déjà acquis à la France. Il a envoyé des courriers partout. Et donc, il a essayé de coordonner. C'est pour ça que la zone de Taza, pour passer à la zone française, a déposé les armes également avec la fin de Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi, avec deux personnages importants, Sidi Rho al-Arfawi ou Sidi Rho al-Arfa, qui est originaire de la région des Mouzar Kandar, mais qui est monté vers le nord, au nord de Boulman, entre Boulman et Taza, chez les Aït Saroshen et les Bni Warayn ou les Aït Warayn. Et puis à côté de lui, il y avait le chef de guerre de Aït Saroshen qui s'appelait Saïd Mohamed. Alors Saïd Mohamed se soumet en juillet 1926.
Et Sidi Ouarfa se soumet en juin 1926 et Mohamed Ben Abdelkrim en mai 26. Donc là, on voit que la chronologie joue puisque l'armée française met le paquet. Une fois ils ont terminé avec Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi, il met le paquet sur la zone de Taza, ce qu'ils appellent la tâche de Taza. C'est là qu'on comprend ce lien qu'il y avait. Et d'ailleurs, quand Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi voulait commencer sa guerre dans la zone française, le dilemme à un moment était de sauver Fès ou Taza. Et les officiers français de la zone ont décidé de sauver Fès. Et Lyautey qui arrive de Rabat en disant non, il faut sauver Taza. Parce que justement, c'était la tactique de Abdelkrim. Il faisait semblant de menacer la ville de Fès, mais c'est Taza qu'il voulait parce que le Taza, c'est la jonction vers l'Algérie pour couper le renfort. Et aussi, c'est la jonction Rif-Moyen Atlas pour la circulation des armes et des guerriers des deux côtés. Et Lyautey avait raison, puisqu'ils ont réussi à sauver Taza, comme il disait à l'époque. Et du coup, et Fès de facto. Et du coup, là, on voit le génie militaire du bonhomme. Donc il y avait une certaine coordination puisque les postes du Moyen Atlas vont tomber un à un. Donc on est à Taza, côté Boulman, pareil, c'est terminé. Et ça arrive jusqu'à Arbala au-dessus de Bni Mellal, quand ils ont occupé en septembre Arbala Naït Srman en 1926 également. C'est-à-dire ils profitent de l'occasion pour faire de grandes opérations d'envergure avec les moyens militaires qu'ils avaient à l'époque. Alors là, côté français, normalement avec la guerre du Rif, la guerre du Maroc se termine pratiquement. Ce qu'il faut, puisque ça continue et le Moyen Atlas va vivre ses dernières guerres en 1932 avec un chef de guerre qui est un chef de Zawiya également, qui s'appelle Bob Kremhauch, dans une bataille qui s'appelle Tezgzout, septembre 1932. On va retrouver Mhauch et on va retrouver les mouvements de résistance du Moyen Atlas et des autres parties du Maroc dans la suite de ce podcast. C'est la fin de la première partie qui était consacrée au nord du Maroc. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec Simstaf Al-Qadeli pour la suite. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.